Dimanche 21 février 2016 à 9h sur Soleil FM, Wilfried Adou et Virgile Awancé donnent rendez-vous à Célestine Zanou, présidente de la dynamique du changement pour un Bénin debout, désormais dans la barque du Bénin triomphant, et au professeur Auguste Videgla, évangéliste du nouveau départ de Patrice Talon. Dans une projection croisée sur le Bénin du prochain quinquennat, les invités de ce 111e numéro échangeront sur plusieurs questions de grande préoccupation agitées au cours de la campagne électorale. Les réformes politiques, la gouvernance économique et la promotion de la bonne gouvernance, la santé, l'énergie et surtout les questions liées à la transparence du scrutin. Suivez le grand rendez-vous sur Soleil FM, c'est 90 minutes en direct pour un service après-vente de l'actualité socio-politique. Le grand rendez-vous, Wilfried Adou, Virgile Awancé. Bienvenue à tous, vous êtes au grand rendez-vous, le service après-vente hebdomadaire de l'actualité sociopolitique sur Soleil FM. Et vous avez bien raison de nous choisir car le menu, comme toujours, en vaut la chandelle. Virgile Awancé ne sera pas de la partie ce matin, il est sur d'autres théâtres d'opération. Nous espérons qu'il nous reviendra d'ici au dimanche prochain. En tout cas, nous sommes très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle aventure dominicale. Alors, la campagne électorale pour la présidentielle du 6 mars semble prendre progressivement de l'épaisseur. Les différentes stratégies se révèlent. Les villes du pays brillent désormais aux 1000 couleurs des affiches de candidats. Les derniers ralliements s'opèrent, même les plus improbables. Les réunions d'explication se multiplient et fidèles à notre promesse, nous allons continuer aujourd'hui comme dimanche dernier à donner la parole aux différents acteurs. Dans ce 111e numéro, nous aurons dû accueillir Madame Célestine Zanou, et vous l'avez entendu dans la bande-annonce. Malheureusement, elle ne sera pas ici. Elle s'est fait représenter par le directeur de cabinet du président Abdoulaye Biotchane, Rufino Dalmeida, qui est un habitué de ce studio. Monsieur Dalmeida, bonjour, bienvenue. Bonjour, monsieur Adou. Alors, dans cette émission également, nous accueillons Auguste Videgla, enseignant à l'université, président du Rassemblement des Béninois pour la Nouvelle Vision, puis fervent soutien de Patrice Talon. Bonjour et merci d'honorer ce rendez-vous. Bonjour, monsieur. Alors, Rufino Dalmeida, cette semaine, Célestine Zanou a rallié avec armes et bagages votre candidat, le candidat dont vous êtes le directeur de cabinet. Donc elle a rallié la garnison d'Abdoulaye Biotchane pour la bataille du 6 mars prochain. Sommairement, quelles sont les 2 ou 3 raisons qui ont fondé son choix? Pourquoi n'a-t-elle pas choisi Patrice Talon ou Irénée Koupaki par exemple, et elle a choisi Biotchane? Ça aurait été bien qu'elle soit là pour nous donner les réponses qu'il faut à cette question. Mais puisque vous êtes sans doute dans le secret des négociations, vous pourrez nous dire, non? Oui, encore que si elle était là, elle vous le dira. Donc j'espère que vous l'inviterez très bientôt. Elle est partie à Parakou parce que le président Biotchane lance sa campagne depuis Parakou. Donc il était normal qu'elle s'affiche aux côtés du président pour le soutenir dans ces exercices. Pourquoi a-t-elle choisi Abdoulaye Biotchane? Elle a toujours dit que son choix irait vers une personne qui est préparée à cette fonction. Il se trouve que elle fait partie des personnes qui connaissent le mieux Abdoulaye Biotchane, puisque lorsque Biotchane était ministre de l'économie et des finances, elle était directrice de cabinet du président Mathieu Kérékou. Voyez, et elle a toujours dit, je dois œuvrer dans le sens de la reconstruction de l'unité nationale, qui est le véritable héritage que le président Mathieu Kérékou nous a lâché. Nous savons aujourd'hui que cet héritage est fissuré de part en part et qu'il est urgent, urgent de prendre les mesures pour recoller le tissu national, pour remettre les Béninois ensemble, pour que enfin les Béninois puissent se reparler à nouveau comme des frères. Vous voyez, l'arrivée de Célestine Zanou au sein de l'équipe ABT, vous voyez l'image que ça donne, c'est d'abord, comme je vous l'ai dit, l'héritage, les dépositaires de l'héritage de Mathieu Kérékou. C'est également l'alliage du Nord et du Sud. C'est également le rassemblement d'une femme et d'un homme. C'est également le mariage entre les 2 grandes religions de notre pays, entre les musulmans et les chrétiens. Voyez un peu, elle est là pour
donner un nouveau souffle, pour donner une dynamique à la campagne d'Abdoulaye Biachane, et je suis le premier à m'en réjouir. Oui, au-delà de la symbolique, on peut estimer que c'est ce rapprochement qui a eu ce moment où ils avaient eu à travailler sous le président Mathieu Kérékou qui aurait dû sans doute déterminer davantage ce choix, non? Oui, c'est bien ce que je vous disais, c'est parce qu'elle connaît le mieux, et c'est la personne qui connaît le mieux Abdoulaye Biachane, pour l'avoir vu travailler. Et d'ailleurs, je peux vous dire que depuis fort longtemps, elle souhaitait que Abdoulaye Biachane soit candidat, déjà en 2006, pour ne pas dire... Très bien. Alors, M. Villega, vous qui étiez à l'Union fait la Nation, qu'est-ce qui vous a décidé à croire au rêve en couleur de Patrice Talon pour le Bénin? Qu'est-ce qui vous a amené à croire à la rupture qu'il prône? D'abord, ce qui nous a amené à véritablement nous engager aux côtés du candidat Patrice Talon, c'est d'abord l'homme. L'homme dans sa méthode, dans son programme, dans ce qu'il propose au peuple béninois. Comme vous le savez, Patrice Talon a toujours été aux côtés des formations politiques, a toujours œuvré aux côtés de la classe politique afin que notre pays puisse avancer, puisse connaître la mise en œuvre de programmes de développement les plus indiqués pour notre peuple. Mais malheureusement, nous avons constaté que durant les 2 dernières décennies, au lieu d'avancer, notre pays a reculé à grands pas vers l'arrière par la faute des politiques mal orientées, par la faute d'absence de réformes courageuses, ce qui a conduit notre classe politique d'abord à une situation de malgouvernance, et ensuite le régime en place depuis 10 ans qui a eu à développer un certain nombre de politiques qui ont porté gravement atteinte à l'unité nationale, à la cohésion sociale et aussi à la malgouvernance. Aujourd'hui, le projet de société proposé par le candidat Patrice Talon permet d'envisager l'avenir de notre pays avec beaucoup de sérénité, parce que les réformes qui y sont proposées sont autant politiques, institutionnelles, économiques, sociales que culturelles. Très bien, nous allons parler de tout ça dans le détail tout à l'heure, mais il propose la rupture, il se fait appeler le candidat de la rupture. Rupture qui est le mot le plus prononcé dans le pays en ces temps d'élection. Dans tous les cas, on nous vend la rupture sans qu'on sache véritablement la rupture d'avec qui et avec quoi. Cette fameuse rupture n'est-elle pas finalement un concept qui, à l'épreuve des faits, finira par ressembler à ce fameux changement qu'on nous a vendu emballé en 2006? De quelle rupture parlez-vous, M. Villega? En réalité, la rupture ici, il ne s'agit pas de la rupture d'avec un homme, mais d'avec un système. Vous savez, le régime qui finit son mandat, ces 2 quinquennats, a été marqué par un populisme exacerbé, ce qui n'était pas du tout une bonne chose pour notre pays. Nous avons une mauvaise gouvernance politique. Nous avons un système, en fait, qui fait le culte de la personnalité. Il faut mettre fin à la chose. Il faut aussi que ce régime passé et le régime qui va prendre les rênes de notre pays puisse marquer une certaine différence au plan de la gouvernance politique, au plan de la gouvernance économique, au plan de l'éducation, au plan de la santé. Toutes les politiques qui ont été menées jusqu'à présent, qui ont conduit notre pays à la situation dans laquelle il se trouve, doivent connaître une fin, et une nouvelle ère doit s'annoncer à partir du 6 avril 2016. Donc pour nous, la rupture prônée est d'abord au niveau des réformes politiques à engager pour mettre fin au type de gouvernance de notre pays, que vit notre pays depuis bientôt 2 décennies, et aussi des réformes économiques et des réformes aussi au niveau social, afin d'impulser à notre pays un nouvel élan de développement. Voilà un peu les axes de la rupture. Rufino d'Almeida, vous aussi, vous êtes dans le camp de la rupture avec le président Abdoulaye Biachane. Et qu'est-ce que vous y mettez, vous, votre rupture? Écoutez, d'abord, je dois vous dire une chose. Je suis fier, et chaque fois qu'on pose cette question, je suis encore plus fier, et je ne me cache pas, je l'affiche. Parce que de tous les candidats, je dis bien de tous les candidats qui sont aujourd'hui en liste, Abdoulaye Biachane est le seul, je dis bien le seul, à n'avoir pas participé de près ou de loin
d'accord, à un soutien ou à la gouvernance menée depuis une dizaine d'années par ce gouvernement. Vous pensez que c'est un avantage concurrentiel, ça? Ah, bien évidemment. Ah oui, évidemment. en quoi c'est un avantage Nous ne concurrentiel? sommes héritiers en rien, je dis, mais nous ne sommes n'est héritier en rien, d'accord, de la cacophonie, de la malgouvernance que nous avons connue ces 10 dernières années. Il n'a pas participé à son arrivée au pouvoir, il n'a pas été son ministre, il n'a pas été son collaborateur, en rien, je dis, mais en absolument rien. C'est le seul qui soit blanc comme neige, d'accord, dans cette affaire. Vous savez comme moi que ce n'est pas ça qui fait gagner une élection. Je ne dis pas cela, je dis simplement, vous savez, il est le plus à même de parler de rupture, puisque beaucoup de nos concurrents aujourd'hui, lorsqu'ils étaient au gouvernement aux côtés du système de celui que nous combattons aujourd'hui, ils ne parlaient pas de rupture. Ils ne parlaient pas de rupture. Bon, maintenant que il faut avoir pratiqué le système pour s'en apercevoir, non? Oui, mais certains l'ont pratiqué jusqu'au bout, à quelques secondes de la fin du régime, et pas de rupture. Non. Le candidat qui incarne véritablement la rupture, aujourd'hui, c'est Ablaye Biotchane. Parce que, lui, lorsqu'il était aux affaires, lorsqu'il était ministre de l'économie, et lorsqu'il a occupé d'autres postes dans ce pays, nous avons vu le sérieux, la rigueur avec laquelle il a géré ce pays. Et il ne traîne aucune casserole. Je vous dis, il n'est héritier en rien dans la gabegie que nous avons connue. D'accord, il incarne la rupture, mais qu'est-ce qu'il met dans sa rupture à lui? La rupture, c'est d'abord mettre fin à une gestion de notre pays dans l'arène. Notre pays a été géré dans la méchanceté ces 10 dernières années. Vous voyez, ça, c'est pas normal. Sur ce point, vous rejoignez apparemment, oui. C'est pas normal. Nous avons connu une série de dossiers de corruption. Vous savez très bien que la corruption, s'il y a bien une chose que Ablaye Biotchane n'accepte pas et n'acceptera jamais, c'est bien la corruption. C'est bien qu'on prenne l'argent du Bénin, des Béninois, l'argent émanant de la sueur des Béninois pour des fins personnelles. Ça, il ne l'acceptera jamais. Et c'est aussi le refus de gérer le Bénin dans l'improvisation. On a l'impression que depuis une dizaine d'années, il n'y a pas de feuille de route. On gère le Bénin, à vue d'œil. Ce n'est pas possible. Il est temps que l'intelligence béninoise puisse s'exprimer. C'est-à-dire qu'on puisse avoir un plan, une planification, je dirais, concrète de ce qu'on va faire. Je peux vous dire qu'aujourd'hui, Ablaye Biotchane, à part les mesures structurantes qui sont consignées dans son projet de société intitulé Mon contrat social que je vous offre bien volontiers, cher ami, tenez, et il y a également d'autres petites mesures. Je peux vous dire que les 300 premiers jours, nous savons exactement quelles sont les mesures que nous prendrons. Voyez-vous, je peux vous en citer quelques-unes si vous voulez. Donc il n'y a pas de place au pilotage à vue. Je vous dis, nous savons les 300 premiers jours, quelles seront les mesures que nous prendrons. D'accord. Le grand rendez-vous. Alors, à l'instar des communales et des législatives de 2015, tout comme la présidentielle de 2011, le prochain scrutin s'organise dans un cafouillage évident. L'édition et la distribution des cartes d'électeurs demeurent un casse-tête, alors que le président du COSLEPI, congédié par la Cour constitutionnelle, rassurait il y a quelques jours que 59% des cartes étaient imprimées. Le chef du Centre national de traitement annonce en souriant une production de 35%. Quelle est votre lecture de cette situation qu'on ne connaît que trop bien, Auguste Birigla? Très bien, je vous remercie. Avant d'aborder le problème épineux des cartes d'électeurs, permettez-moi de revenir un peu sur ce que mon confrère vient de souligner tout à l'heure. En réalité, parler de candidat, du meilleur candidat de la rupture, je dirais non. Le meilleur candidat de la rupture, c'est véritablement le président Patrice Talon. Pourquoi? Parce que, d'une part, vous savez, c'est un homme qui a aidé tous les régimes, depuis le renouveau démocratique des années 90, à pouvoir améliorer la gouvernance de notre pays. C'est en dépit, hélas, d'assister un peu au régressement de notre pays sur les plans socio-économiques, sur les plans de la gouvernance politique et sur les dérives observées ces 10 dernières années, que le président Patrice Talon a décidé de se lancer lui-même dans l'arène politique. Et quand vous allez lire, je vais vous le donner tout à l'heure, le nouveau départ, vous comprendrez que c'est véritablement un régime de rupture avec le président Patrice Talon. Il ne propose que des réformes.
D'accord. Réformes sur lesquelles, si vous nous le permettez, nous allons revenir. Oui, bien sûr, nous allons évoquer ces réformes point par point. Mais et vous pour l'instant, si vous le permettez. La rupture, il ne s'agit pas d'un mot, il s'agit de système. Quand vous prenez les réformes politiques que nous proposons au pays, vous comprendrez bien que la rupture se pose là. Et nous disons que nous sommes venus pour un mandat de transition. Le président Talon fera un seul mandat de 5 ans après avoir accompli l'ensemble des réformes. Très bien. Donc véritablement, c'est la rupture. Mais en attendant d'accomplir sa rupture, il va falloir qu'il gagne les élections. Et pour gagner les élections, il faut que ce soit organisé correctement. Nous allons gagner les élections, plaise à Dieu. Vous voyez la ferveur sociale, la ferveur populaire que suscite la candidature du président Patrice Talon. Bon, ça, c'est dans tous les camps, M. Villiers. Non, c'est pas dans tous les camps. Absolument pas dans tous les camps. La ferveur, c'est dans tous les camps. La ferveur n'est pas dans tous les camps. Je vous invite à faire un petit sondage, pas à mes côtés, mais à vous-même, à prendre une équipe pour voir ce que le peuple béninois attend. C'est au 6 avril, le président Talon au règne de notre pays. Oui, monsieur Dalmeda me dira la même chose à propos de Abdoulaye Biotchane. Non, c'est ça qui est intéressant dans. Moi, je vais répondre aux choses. Je vous dirai simplement que la victoire ne se clame pas. D'accord, comment ça se fait? Je veux dire, on agit, on va convaincre nos compatriotes. Mais c'est ce qu'ils font. Non, mais je veux dire, j'entends trop de personnes. C'est tellement que vous faites la même chose. Qui, avant même d'aller à l'examen, clament déjà leur réussite. Non, lorsque vous avez un enfant s'ils sont sûrs du travail qu'ils font, vous avez un enfant s'ils sont sûrs de leur travail, qui tous les matins vous disent, je vais réussir au BPC, à un moment donné, vous lui dites, écoutez, taisez-vous, allez étudier. Alors, calmez-vous, messieurs. Ce que nous allons faire, en attendant de nous livrer au pronostic, nous allons expliquer un certain nombre de choses à nos auditeurs et puis après viendra le temps des pronostics. Donc je parlais justement des conditions, n'est-ce pas, d'organisation de ce scrutin que tout le monde veut gagner. C'est bien normal parce qu'on ne va pas à un examen pour échouer. C'est bien normal. Et qu'est-ce que vous en pensez? Quelle lecture vous en faites, M. Villigla? Très bien. En fait, c'est un véritable problème épineux pour notre République. Cela exprime encore tout le tard et tout l'héritage négatif que nous laisse malheureusement le président Boniaï. Sur l'ensemble de son règne, les 10 ans, on a assisté à l'organisation d'élections calamiteuses. Qu'il vous souvienne, les élections municipales de 2008, aux élections présidentielles de 2011, aux élections législatives. Vous voyez, et nous sommes à la veille des élections présidentielles. Contrairement au Nigeria, un grand pays de 200 millions d'habitants qui a organisé les élections avec un système biométrique dans la paix et dans la transparence, nous assistons à quelque chose de très affligeant pour nous, monsieur le journaliste, parce que se rendre compte qu'à 2 semaines du scrutin, à moins de 15 jours, que plus de 60%, 70% du peuple béninois ne possède pas sa carte d'électeur. Mieux, rien ne présage que les citoyens pourront disposer de leur carte parce que la distribution se fait dans un système complètement désorganisé. Vous avez écouté les assurances de monsieur, comment il s'appelle, le président du CNT? Nous avons écouté ces assurances depuis le temps du COS-LEPI. Nous l'avons dénoncé déjà sur la voie des ondes de RFI, même sur certaines radios, vos confrères, vous. Mais on nous donne des assurances, mais le résultat n'est pas là. Et nous savons que le CNT, ce n'est pas tellement sa faute, c'est l'héritage que lui laisse le COS-LEPI. On a laissé au COS-LEPI et à son président une gestion solitaire de quelque chose qui est déterminant pour l'avenir de tout un peuple. Et aujourd'hui, nous risquons d'en payer les conséquences parce que les élections risquent d'être organisées dans un désordre que nous n'appelons pas. C'est pourquoi nous veillons au grain pour que la distribution des cartes d'électeurs puisse être véritablement assurée d'une manière équitable. Vous allez nous dire tout à l'heure ce que vous faites concrètement pour que cela se fasse dans l'ordre et la discipline librement consentie, comme on le disait du temps du PPB. Alors, revenons d'Almeida, c'est à croire qu'en matière d'élection, le pays est désormais frappé d'incapacité, frappé par la malédiction des élections reportées, mal organisées. Dans ces conditions, quelles sont les chances de transparence de ce scrutin-ci, dont à l'avance, certains se déclarent déjà vainqueurs?
Mais le Bénin n'est frappé pas aucune malédiction. Il se trouve simplement que nous avons le malheur d'avoir une classe politique qui, depuis 10 ans, est incapable, je dis totalement incapable d'organiser une élection à bonne date et dans la transparence requise. Nous ne pouvons pas rester insensibles à ce fait. Nous devons agir. Et agir pour nous, c'est quoi? C'est de nous avoir associés avec le candidat de notre ami d'en face et bien d'autres candidats majeurs. Nous sommes associés au sein de la coalition de rupture. Et ils ne sont pas restés les bras croisés, puisque c'est grâce à l'action justement des coalisés qu'on a pu révéler que en réalité le président du COSLEPI et peut-être même l'institution elle-même n'était pas en capacité de fournir carte d'électeur à chaque Béninois. Et pour cela, et pour sensibiliser l'opinion publique nationale et internationale à cela, les coalisés ont rencontré le président de la Cour constitutionnelle pour lui exposer le problème. Nous avons rencontré le président de la HAC, nous avons rencontré le président du CES, nous avons convoqué, nous avons invité la société civile pour l'informer de la gravité de la situation. Nous avons également invité le corps diplomatique pour le sensibiliser sur les risques d'embrasement de notre pays. Et c'est parce que nous avons fait tout cela et tout ceci a abouti, je dirais, à la saisine de la Cour constitutionnelle où nous avons demandé qu'on autorise le vote par l'une ou par l'autre des cartes et également que le COSLEPI soit débarqué comment dirais-je des fonctions, enfin son président et l'institution soient débarqués des fonctions qui leur sont confiées, qu'on a pu avoir une décision rendue par la Cour constitutionnelle qui, quoi qu'on dise, est une évolution. Cette décision vient en quelque sorte sauver à ce stade-ci notre démocratie. C'est vrai que ce n'est pas la meilleure solution que moi personnellement j'aurais souhaité. Oui, parce que justement cette décision comporte quand même un certain nombre de faiblesses, de points d'ombre que la Cour mériterait à clarifier, non? Oui, mais qu'est-ce que vous auriez dit si on se retrouvait au 28 février dernier, d'accord, 28 février prochain, sans que une bonne partie des Béninois n'aient leur carte d'électeur? On serait obligé de repousser la date des élections. Or, la marge de manœuvre que nous avons est tenue. Si le 6 avril prochain, le nouveau président ne prête pas serment, nous entrons dans une difficulté constitutionnelle. Cela voudrait dire que le président actuel devrait céder la place, selon les interprétations, mais selon la mienne, au président de l'Assemblée nationale. Voyez, oui, évidemment, il y a des rumeurs de ce type qui ont circulé. Voyez, tous ceux qui s'organisent là s'organiseraient aujourd'hui, dans le sens de l'aboutissement d'un tel scénario. On ne sait pas si tout ça est vrai, mais enfin. Mais toujours est-il que, avec nos amis d'en face et bien d'autres, nous avons réussi à faire bouger un peu les lignes et à sauver ce que nous pouvons. Mais la pression. Vous pensez que c'est vraiment sauvé là? Je n'ai pas dit, j'ai dit c'est à ce stade-ci. Parce que nous allions droit vers un blocage. Il y a 2 jours, j'ai, au nom des coalisés, ressaisi la Cour constitutionnelle. D'accord. Et grosso modo, dans mon recours, je lui dis ceci. D'abord, de faire injonction au CNT de nous dire avec précision quels sont les départements dans lesquels le CNT est sûr et certain, d'accord, de doter chaque électeur d'une nouvelle carte. Une fois que la Cour aurait eu cette information-là, alors que les électeurs n'aillent au vote dans ces départements en question qu'avec une seule catégorie de cartes, c'est-à-dire la neuve. Dans les autres départements, comment dirais-je, qui ne seront pas couverts ou totalement couverts par le COSLEPI, alors qu'on aille aux élections avec les anciennes cartes. Vous voyez, je pense que c'est une manière, nous avons tendu la perche à la Cour constitutionnelle, on espère qu'elle saisira cela pour éclaircir un peu cette situation, qui est symptomatique de la manière dont notre pays a été gouverné ces dernières années. Il est temps d'agir et de mettre fin à cette cacophonie. Oui, Rufino Dalmeda, je reste toujours avec vous. Des milliers de cartes d'électeurs, reliquats des législatives et communales dernières seraient stockées dans des cantines au Centre national de traitement. En avez-vous connaissance et quelles sont les informations que vous avez à ce sujet? Nous en avons connaissance et c'est normal. Vous savez, dans le cadre des dernières élections, le COSLEPI a imprimé des cartes pour les majeurs et aussi pour les mineurs. Or, la minorité, il faut être majeur pour voter. Donc c'est normal que le COSLEPI ait stocké les cartes des personnes mineures à l'époque, qui aujourd'hui sont majeures. C'est pour cela que dans le recours que j'ai déposé il y a 2 jours, je demande à ce que dans les départements qui ne seront pas couverts par les nouvelles cartes, alors qu'on fasse injonction au CNT de libérer ces anciennes cartes aux jeunes
aux nouveaux majeurs. Et deuxièmement, il est également normal que des cartes soient stockées, puisqu'il s'agit de soldes des cartes non distribuées. Et c'est normal que ces cartes-là reviennent au COSLEPI et qu'elles soient stockées quelque part. Bien évidemment, j'essaye de taire le trafic de cartes dont tout le monde passe, puisqu'il semblerait que certaines écuries aient acheté massivement les anciennes cartes pour en faire usage. C'est pour cela que dans le recours que nous avons déposé auprès de la Cour constitutionnelle, nous avons demandé ceci. Et ceci au nom des coalisés. Demande que nous avons déjà faite à la Sénat qui nous a dit, c'est pas de mon ressort, il faudrait saisir la Cour, ce que nous avons fait. Nous avons demandé à ce que nos observateurs n'aient plus seulement un rôle passif. Je parle des délégués, des candidats dans les postes de vote. Et nous demandons que toute personne, tout votant qui entre dans le bureau de vote remette d'abord sa carte d'électeur à l'un de nos délégués, qui doit prendre la carte et lire à haute et intelligible voix son nom, avant qu'il n'aille vers le président de poste de vote pour accomplir son devoir citoyen. Ceci permettra aux représentants de candidats de s'habituer un peu au nom. Je pense que lorsqu'une... Vous avez effectué cette proposition à la Sénat? Bien sûr. Elle est dérangée? Non, la Sénat nous dit nous ne sommes pas dérangés, mais quand c'est pas prévu par le code électoral, seule la Cour constitutionnelle peut nous amener à le faire. Et nous avons fait la demande à la Cour constitutionnelle. Nous avons très bon espoir, puisque cette proposition relève d'un consensus. Nous ne sommes pas... Il n'y a pas que les candidats, dans la coalition de rupture qui a fait cette proposition. Il y a également d'autres candidats qui acceptent. Et nous pensons que si jamais cette proposition est acceptée, nous ferons une fois pour toutes échec aux fraudes au niveau des postes de vote. Alors, Monsieur Villegla, vous avez suivi tout ça. Vous permettez juste une petite phrase. Oui. Beaucoup de nos compatriotes sont inquiets. Ils se disent, quelqu'un qui a 2 cartes, la nouvelle et l'ancienne, peut voter 2 fois. Je tiens à rassurer tout un chacun pour dire que sur la feuille de vote, on ne peut signer qu'une seule fois. Donc, personne ne peut venir et voter 2 fois en son propre nom. Ce n'est pas possible. Et donc, il est donc si quelqu'un doit voter 2 fois, donc il voterait pour lui-même, il voterait pour quelqu'un d'autre. Et justement, pour éviter que quelqu'un vienne voter pour quelqu'un d'autre, nous proposons cette parade-là, qui est qu'on lise le nom de tout votant. Sachant que dans un quartier, dans un village, tout le monde se connaît. Il serait difficile quand même de venir voter, il serait difficile que notre ami Wilfried Adou vienne voter en son propre nom, et que l'après-midi, on voit une autre personne, venir, on voit encore notre ami Wilfried Adou venir voter au nom de quelqu'un d'autre. Ce serait quand même un peu difficile. Très bien, Monsieur Villegla, il y a également cette histoire de procuration. Pour les dernières élections législatives, il y a, me semble-t-il, plus de 10 000, entre 10 000 et 18 000 cartes d'électeurs pour lesquels on a attribué des procurations, dit-on, fantaisistes. Est-ce que vous avez connaissance de tout ça? Et quels sont les moyens qui sont mis en œuvre pour gérer quand même au mieux ces histoires de procuration dont certains disent que cela prête flanc, n'est-ce pas, à la fraude? Absolument, parce que le système de procuration, nous l'avons constaté lors des élections passées, un moyen de fraude supplémentaire, surtout utilisé par un camp que nous connaissons bien, pour accroître leur score dans les urnes. Alors, nous avons, au niveau de la coalition, justement, pris des dispositions pour que la délivrance des procurations suive un processus bien défini et que... C'est prévu par la loi quand même, c'est dans le code électoral. Tout à fait. Mais on a observé que pour les dernières élections, cela n'a pas été respecté. Absolument, parce que le code électoral prévoit un dispositif, mais en réalité, dans la mise en œuvre, on voit que pour des soucis de fraude, les gens procèdent autrement pour contourner la loi. Mais le temps de le rattraper, on voit comment ça se passe. Donc, le problème des procurations, c'est la vigilance. En fait, mon prédécesseur, mon ami d'en face l'a dit, tout dépend du système que nous allons mettre en place pour mieux contrôler les élections. Les représentants des candidats au niveau des bureaux de vote, le contrôle que nous ferons, parce que tout à l'heure il a parlé par exemple d'un double votant, quelqu'un qui peut voter le matin et revenir l'après-midi voter. C'est bien possible. Si les listes ne sont pas bien apurées, parce que ça, ce niveau de travail aussi en cours, nous risquons de constater qu'un votant peut voter dans le bureau de vote numéro 5 et se retrouver le soir aller voter dans le bureau de vote numéro 6. Soit pour son propre compte, soit pour le compte d'une autre personne dont il aurait pu disposer de la carte d'électeur. Donc c'est autant d'éléments que nous sommes sur lesquels nous sommes en train de travailler afin de prendre les dispositions utiles pour limiter
au maximum possible les risques de fraude. Alors, les protestations, les récriminations, les initiatives pour la transparence du scrutin semblent ne venir que d'un seul camp, c'est-à-dire le vôtre. Comment expliquez-vous ça, que de l'autre côté, il n'y a aucune inquiétude qui soit exprimée en matière de transparence du scrutin? Ben, c'est tout à fait normal. Vous savez, lorsqu'un régime est en place, il dispose des moyens de l'État, il dispose de toutes les complicités dans l'appareil d'État pour pouvoir quelquefois mener des opérations que nous n'allons pas nommer ici. Mais ce qui est certain, c'est que l'assurance apparemment affichée par l'autre camp n'est pas totalement vérifiée. Notre peuple est très aguerri, le peuple béninois est très aguerri et très averti, et ne se laissera pas cette fois-ci voler sa victoire. Vous êtes sûr? Nous sommes certains, sauf si des aventuriers veulent compromettre la marche de notre pays vers une démocratie apaisée, vers le développement et vers la paix dans notre pays. Parce que nous tenons à le dire, le peuple en a marre, le peuple veut des élections transparentes, crédibles, acceptées de tous, et qu'au soir du 6 avril, ce soit un président légitimement élu qui prennent les rênes de notre pays, quel que soit le bord. Vous savez, moi je suis persuadé que de l'autre côté, du côté de nos adversaires, de l'adversaire des coalisés, je veux dire, il n'y a aucune sérénité. Non, pas du tout, bien au contraire. Comment ça? Bien au contraire, je pense que s'ils essaient toujours de créer des situations opaques, de cafouillage, c'est parce que... Pourquoi vous les accusez de créer des situations opaques? C'est pas eux qui organisent les élections quand même. Mon cher ami, si vous lisez bien la décision de la Cour constitutionnelle, vous verrez que la Cour a fait état de la lettre dont l'a rendu destinataire la Sénat. Et dans cette lettre, le président de COSLEPI essaie grosso modo d'expliquer un peu les problèmes qu'il a eu. Et parmi ces problèmes, il y a la question budgétaire. Il semblerait que les ressources n'aient pas été mises à suffisamment. Oui, mais vous l'avez rencontré, Augustin Rouvain-Blas, alors qu'il était encore président du COSLEPI. Qu'est-ce qui vous a expliqué pourquoi son mutisme sur la durée quant au financement, n'est-ce pas, des opérations? Pourquoi il n'a rien dit? Vous savez, lorsque moi je l'ai rencontré, je lui ai dit ceci. Après l'avoir écouté, moi je lui ai dit que j'étais très inquiet avant de faire mon entrée dans son bureau. Et que, après l'avoir écouté, je suis un citoyen atterré. Ah oui. Un politique abattu. Parce que, après 30 minutes d'exposé, je n'ai toujours pas su quel est le taux de distribution des cartes d'électeurs. 1%, 2%, 4%, je n'ai toujours pas su. Je n'ai toujours pas su les mesures prises pour sécuriser les cartes non distribuées. Et que, après l'avoir écouté, je ne suis pas certain que tous les électeurs béninois aient leurs cartes avant le 28 février prochain. Voyez, donc c'est parti un peu de là nos inquiétudes. Et dans ces explications, nous avions des personnalités expérimentées autour de nous, dont je parlais de l'ami de mon voisin d'en face, Sakalafia pour ne pas le nommer, et à M. Toafou Djobor pour l'alliance ABT. Voyez, donc ces personnes qui sont habituées au fait électoral n'ont pas manqué de poser des questions pertinentes. Et très rapidement, nous avons constaté que le président... Vous avez décelé des failles. Oui, et c'est pour cela que nous avons déclenché l'armada et sommes allés à la rencontre des présidents des institutions, du corps diplomatique, des corps constituants, et nous avons alerté, nous avons commencé par communiquer là-dessus dans la presse. On se serait tu qu'on se serait retrouvé au pied du mur. Oui, mais est-ce que vous avez l'impression que tout ça a été organisé sciemment ou c'est une incapacité ou c'est une incompétence qui a conduit à cela? Non, je vais vous dire une chose. Je pense intimement que l'homme béninois est intelligent. Je ne peux pas imaginer un seul instant que, alors même que tout le monde reconnaît l'intelligence béninoise à l'extérieur, que nous savions pertinemment dans notre pays que les élections seraient organisées depuis 5 années. D'accord? Et nous n'avons pris aucune disposition pour doter le corps électoral de cartes d'électeurs. Pire encore, nous avons édité des cartes, il y a moins d'une année, qui sont valables 10 ans. Si ceux qui sont chargés de cela savaient qu'ils ne disposent pas d'assez de délai pour imprimer et distribuer les cartes d'électeurs, pourquoi alors avoir initié la fabrication de nouvelles cartes d'électeurs? Bon Dieu. Bon, il paraît que c'est pour régler les problèmes précis, mais enfin. Et soit dit en passant, si vous permettez, moi il y a une chose qui m'a toujours intrigué. Vous savez, nous sommes dans un pays où, jusqu'à l'heure où je vous parle, il n'y a pas une seule personne, si ce n'est ceux qui en ont la charge, qui puisse nous dire le nom commercial de la société en charge de l'édition de ces cartes. C'est une société fantôme? Mais c'est même la Cour constitutionnelle
se permet d'écrire dans sa décision partenaire technologique. Mais bon Dieu, où sommes-nous? Dans quel pays sommes-nous? Ou une personnalité. Vous avez demandé? Ou une personne. Moi, personnellement, je l'ai demandé à M. Aron Black. Et qu'est-ce qu'il a dit? Qui n'a pas voulu me le dire. Alors, c'est pas grave. Je saisirai la cour, je demanderai à ce que non seulement le nom de cette société soit connu, parce que partenaire technologique, pour moi, ça veut rien. Moi qui suis juriste, ça veut rien dire. Voyez, non seulement soit connu, mais le contrat qui a été signé soit également rendu public pour qu'on sache exactement si c'est une société opaque, si c'est une société écran, qui est derrière, qui sont les tenants et les aboutissants. Parce que je crains également que ce soit également là le nœud du vrai problème. Oui, M. Villegas, c'est la même question. Oui, non, mais nous pensons que tout cela, comme il l'a dit, le Béninois est assez intelligent pour ne pas faire les choses dans l'improvisation. Et une élection qui engage l'avenir de tout un peuple ne s'organise pas de cette façon. À notre avis, tout cela est fait sciemment. Le corps électoral a été convoqué depuis de longs mois. Oui, depuis 7 mois. Et c'est ça qui laisse perplexe. Oui, tout à fait. Ben, tout est organisé afin d'aboutir à un système que nous avons vécu un peu en 2011. Heureusement que cette fois-ci, la classe politique était beaucoup plus vigilante. Les candidats qui se sont coalisés dans le cadre des candidats de la rupture veillent aussi au grain. Sinon, nous aurions assisté à un scénario un scénario catastrophe, évidemment, comme nous l'avons vécu en 2011. Nous pensons que tout cela a été fait à dessein, en vue d'amener notre peuple à accepter des résultats dans un certain cafouillage, dans une organisation. Comme on le dit, comment peut-on se rendre compte que tous les acteurs qui prennent part aux élections ne connaissent pas la société qui fabrique les cartes d'électeurs? C'est inadmissible. Quel est ce partenaire technologique? Pourquoi autant de qu'on ne connaisse pas, c'est pas grave, mais qu'on refuse de communiquer sur la société, c'est ça qui paraît suspect. Absolument. Donc pour nous, c'est que tout cela est fait à dessein, en vue de commettre un peu un forfait en dernière minute et d'organiser les élections. Et vous pensez vraiment que le spectre de 2011 s'est éloigné? Non, absolument. Que le sort manifestement qui nous frappe pour l'organisation d'élections calamiteuses dans le cafouillage, pour après entendre des excuses que tout ça là s'est éloigné, c'est conjuré. Ce n'est pas un sort, c'est pas un sort qui nous frappe. Le peuple béninois est aguerri. Si vous suivez un peu tout ce que dit le clergé béninois à propos des élections et de la manière dont les élections doivent se passer, le problème ne se pose pas au niveau du sort de notre pays. Nous avons un régime qui tranche avec son incapacité notoire à mener des réformes et des politiques qui rentrent dans le cadre normal du développement, de la poursuite normale de notre processus démocratique. Comment peut-on comprendre qu'après les élections calamiteuses de 2011, qu'on assiste encore cette année à ça? Alors, ce régime demandait encore à gouverner notre pays. Nous pensons que, dans tous les cas, nous ferons balance. Nous ne savons pas comment est-ce qu'on pourra frauder. Nous veillons au grain. Chaque candidat a déjà son système de sécurité des élections au sein de nos amis, avec nos amis d'en face au niveau de la coalition. Nous avons aussi un mécanisme et nous ferons barrage et échec à toute tentative de vol des résultats. Alors, je rejoins ce que dit mon ami d'en face. L'autre camp, le camp qui n'est pas représenté ici dans le studio, sait très bien que ces élections seront les élections les mieux surveillées de l'histoire de notre pays. Vrai. Et je pense que ça inquiète. Ça inquiète énormément. La société civile. Donc vous avez tellement pris de mesures que vous êtes assuré du fait que les élections seront transparentes. Je vous dis, autant en 2011, Ablaye Biot-Chané s'est fait voler, mais énormément, notamment dans le septentrion, autant cette fois-ci, personne ne nous volera. Je dis bien, personne ne nous volera. Et une autre observation, parce qu'entrons quand même dans le fond, comment dirais-je, de nos préoccupations. Moi, je m'étonne quand même de l'attitude amorphe des députés représentés au sein du COSLEPI. Le COSLEPI, c'est 11 membres. Le directeur de l'état civil, c'est également le directeur de l'INSAE, mais il y a également 9 députés. Il n'y a pas que les députés de la majorité présidentielle. Et moi, je suis très surpris que ceux qui supportent des candidats, notamment des candidats membres de la coalition de rupture, ne gueulent pas, ne fassent pas entendre leur voix, leur différence. En effet, cela est particulièrement regrettable. Regrettable, non, c'est pas le mot que je voulais utiliser. On a l'impression que... Enfin, c'est remarquable, comparativement à ce qui s'était passé précédemment sous le COSLEPI
de M. Sakalafia. On avait des conférences de presse réguliers. En réalité, cela procède un peu du règlement intérieur du COSLEPI. Si vous lisez le règlement intérieur, vous voyez un peu comment le COSLEPI est organisé. Tous les pouvoirs sont dévolus au président du COSLEPI. Oui, mais malgré cela, sous Sakalafia, les autres avaient animé des conférences de presse. On se rappelle bien de cette conférence de presse de Tchabi Sika qui donnait sa tête à couper si la LEPI était livrée, et des déclarations d'Epiphan Kuno, mais d'autres qui étaient membres du COSLEPI. Mais pourquoi cette fois-ci on n'entend aucune protestation s'élever du COSLEPI si ce n'est pas le président seul qui parlait? Et je vais même vous dire une chose qui vous surprendra. La dernière fois que les coalitions ont rencontré le président du COSLEPI avant son débarquement, il nous a reçus, et juste à côté il y avait des députés, justement, les députés, je dirais, je ne sais pas si je dois dire l'opposition, en tout cas les députés qui ne soutiennent pas, qui ne sont pas pour la continuité, comment dirais-je, du régime en place, je dirais. Bon, ils étaient là, nous débattions de questions sérieuses, mais je n'ai pas eu l'impression que notre débat... Ils en étaient préoccupés? Non, pas du tout. J'ai l'impression que j'étais ailleurs, le plus souvent sur le smartphone, et puis un peu comme si... Ben, ce que vous dites là, nous, c'est pas notre affaire. Le Bénin peut s'embrasser, c'est pas notre affaire. Je ne pense pas que c'est honorable. Et d'ailleurs, non, je ne pense pas que c'est honorable. À la fin de la réunion, je me suis permis de leur faire des observations qui vont en ce sens. Je me suis simplement étonné qu'il n'ait pas réagi. À ce débat qui intéresse l'avenir de notre pays. Parce que pendant que Augustin Revin proclame et soutient qu'il est membre du COSLEPI au nom de son parti d'origine, le PRD, les autres aussi devraient peut-être faire la même chose pour l'équilibre de la terre. Je n'en sais rien, M. Videgla. Non, moi je ne pense pas que les honorables députés membres du COSLEPI aient développé une certaine mauvaise foi. Non, au contraire. C'est plus dans un souci plutôt d'apaisement, parce qu'il y a un travail qui est fait de l'intérieur sans pour autant faire beaucoup de bruit. J'appartiens à une organisation politique, nous avons des comptes rendus réguliers qui fait état de la marche. Nous avons plusieurs fois adressé, nous avons fait des pressions sans pour autant embêter les médias. Donc nous pensons que ce n'est pas sur chaque sujet qu'il faut aller devant les médias pour déranger le fonctionnement d'une institution de l'État. Ah bon, mon cher ami, vous pensez vraiment que alerter l'opinion publique sur l'incapacité de COSLEPI à rendre disponible les nouvelles cartes d'électeurs... Nous étions les premiers à le faire, vous savez... Et vous pensez que avoir une attitude taisante, c'est bien? Ce n'est pas une question... Non, il y a beaucoup de choses qui sont faites. Donc, je pense que nous n'allons pas rentrer dans cette petite polémique. C'est une question d'approche. C'est une question d'approche. D'accord. Donc, il y a beaucoup de choses très bien. Si vous le permettez, nous allons changer de sujet. L'autre actualité qui a retenu l'attention au cours de la semaine écoulée se rapporte à la démission réclamée par certaines personnalités du Premier ministre, candidat du pouvoir pour la continuité. Est-ce que finalement, ce débat n'est pas une perte de temps lorsqu'on sait que Boniaï, qui est son principal soutien, a constamment utilisé les moyens de l'État à des fins de propagande électorale, Auguste Virila? Bon, les moyens de l'État aux fins de propagande personnelle, nous y assistons depuis 2006. Le populisme du régime est devenu très exacerbant, de telle sorte que le code électoral est permanemment violé. Des citoyens ont déjà saisi la Cour constitutionnelle à même reprise pour constater que pendant la période de pré-campagne actuelle, beaucoup de moyens de l'État sont mis à profit. Beaucoup de discours sont faits dans un cadre gouvernemental, mais en réalité, en pré-campagne pour un candidat, ce qui n'est pas vraiment admissible. Donc, nous dénonçons fermement la chose, et des dispositions aussi sont en train d'être prises pour que le jour du scrutin, comme la semaine qui précède le scrutin, que le régime n'utilise pas les moyens de l'État pour influencer le vote qui va venir. D'accord. Le grand rendez-vous. Alors, les symptômes sont évidents. La démocratie béninoise présente des signes inquiétants d'essoufflement, une grande propension à la marchandisation des soutiens et du vote, une trop grande place au fait à l'argent dans la dévolution du pouvoir, la transhumance comme une plaie qui risque désormais la nécrose. Pourtant, partout, c'est la foi maintenant aux propositions des plus sérieuses, aux plus farfelues pour aider le Bénin à guérir de ces maux. Quel est chez ABT
la réforme la plus significative pour donner du sang neuf à cette démocratie devenue maintenant très pâle. Oui, vous faites si bien de le dire. Nous avons une démocratie qui est pâle, qui bégaye. Il est temps de redonner un nouveau souffle à notre démocratie. Et pour cela, Ablaye Biachane pense qu'il faut réformer le système partisan. Il faut réformer les partis politiques. Oui, ça, tout le monde le dit. Qu'est-ce que vous y mettez? Nous y mettons d'abord, il faut consacrer des ressources aux partis politiques pour éviter la patrimonialisation de nos partis. Aujourd'hui, prenez les grands partis. Ils sont tous arrimés à une seule personne. Lorsque la personne décide d'aller à gauche, même si le reste de la troupe n'est pas d'accord, on va à gauche. Parce qu'il est le seul bailleur. Il faut donner les ressources nécessaires aux partis politiques. Et ceci aux fins d'éviter la transhumance politique. La transhumance politique est la véritable gangrène, c'est le cancer de notre, de notre classe politique. On ne peut pas gouverner un pays, on ne peut pas développer un pays lorsque la classe politique change de veste au gré de ses intérêts particuliers et non de l'intérêt général. Il faut mettre fin au système de transhumance. Oui, monsieur Damel, je me permettrai de vous interrompre parce que quand vous parlez de ressources à transférer, par exemple, aux partis politiques pour contenir la transhumance politique qui est l'une des plus graves pathologies dont souffre notre système politique, j'ai des doutes parce que quand on voit la quantité d'argent qui est déversée aujourd'hui dans le paysage politique, quand on voit l'usage, n'est-ce pas, qui est fait de l'argent, vous pensez que l'État est suffisamment assez riche pour donner des ressources et empêcher ceux qui utilisent l'argent de la façon dont vous connaissez, de la façon que vous connaissez de le faire? Mais bien évidemment, écoutez, l'argent, effectivement, il y a un flot d'argent qui est déversé dans notre pays par les politiques aujourd'hui. Mais justement, c'est parce que regardez bien, l'argent émane toujours d'une seule et même personne. D'accord? Donc cette personne impose son dictat. C'est un peu le PDG de la société. C'est ça qu'il faut éviter. Dans un parti politique, il n'y a pas de PDG. Regardez les partis politiques de l'étranger, notamment dans les pays développés. Et les ressources sont allouées en fonction du nombre d'élus. Donc chacun a tendance à rester dans son parti, simplement parce qu'il a les ressources nécessaires. Oui, ma préoccupation, est-ce que ça seul suffira à guérir nos partis politiques de cette torpeur dans laquelle ils se retrouvent? Non, mais en tout cas... De ce manque d'initiative que nous constatons, de cette propension, n'est-ce pas, à ce que j'ai appelé la marchandisation, à la marchandisation. C'est-à-dire que nous sommes finalement sur un marché ou de l'offre ou de la demande où on s'offre au plus offrant, etc. Est-ce que ce que vous proposez là est de nature à guérir nos partis de ce... C'est une des méthodes, mais nous pensons que le soubassement des réformes doit forcément concerner le financement des partis politiques, pour éviter que les partis ne soient sous la coupe d'une seule et même personne qui dit sa loi. Je ne suis pas sûr que si les grands partis qui sont pour la continuité d'un troisième mandat, qui sont pour le troisième mandat de Yahi Boni, ne finançaient pas, je veux dire, si le leader... Troisième mandat, ils n'ont pas dit ça, monsieur Dalunga. Oh, ben c'est un peu ça, hein. Je pense que si le candidat de gouvernement venait à être élu, c'est ceux qui ont généré la gabégie ces 10 dernières années que vous allez encore retrouver aux côtés de nouvelles élus. Je ne le souhaite nullement. Oui, mais M. Villegla, sur la question, le débauchage politique est incontestablement l'une des qualités de notre démocratie, si je mets ça en griffe. On assiste à des voltiges, vertigineuses, à des mouvements de balancier qui défient toutes les lois de la gravité. Les partis politiques tels que le PRD et la Renaissance du Bénin font aux hommes d'affaires Sébastien Diavon et Patrice Talon, dont vous représentez les intérêts dans ce studio, le procès de débaucher des soutiens politiques dans leur jardin. Quels sont les remèdes de votre candidat contre ces déviances comportementales? Je suis heureux que le président Patrice Talon ait été le tout premier à dire qu'il est temps de réformer le système partisan de notre pays. Et il a posé les diagnostics du système partisan, les approches de solutions et les moyens pour y parvenir. Oui, c'est vrai qu'il se présente comme le candidat des réformes, etc. Absolument. Mais concrètement, il propose quoi? Concrètement. Alors, nous, c'est pas d'abord... Le financement fait partie des dispositifs, mais c'est pas l'essentiel. La première des choses à faire, c'est de réformer la charte des partis politiques. C'est de permettre, de faire en sorte qu'il y ait... Vous savez, réformer ou appliquer? Parce que la charte existe. Hein? Non, la charte n'a jamais été appliquée. Non, laissez-moi. La charte, elle date de 2001.
elle date de 2001, elle est obsolète, elle ne tenait pas compte d'un certain nombre de réalités de notre pays. Cette charte a été adoptée en 2001 dans un contexte particulier que nous connaissons. Aujourd'hui, ce contexte n'existe plus. Donc nous sommes aujourd'hui dépassé. Oui, parce que le problème de notre système partisan vient de plusieurs facteurs. Il faut d'abord faire le diagnostic. Il y a un problème sociologique. Il y a un problème même de la définition même de notre carte politique qui se pose. Nous avons plus de 200 et quelques partis politiques. Sur l'ensemble de ces partis politiques, les règles réellement de gouvernance des partis même n'est pas tellement précisée dans la charte des partis politiques. La charte des partis politiques annonce les grandes lignes de la création des partis politiques. Donc maintenant, il faut aller dans le détail. Il faut aller dans le détail. D'accord. Il faut imposer aux partis politiques des exigences précises. Comme on le voit au Ghana, par exemple. Comme on le voit au Ghana, comme on le voit dans certains pays développés. Il faut leur imposer la reddition, par exemple, des comptes du parti, un certain nombre de dispositifs à prendre. Donc pour nous, c'est d'abord la réforme des lois régissant les partis politiques. C'est ce à quoi nous allons nous atteler. Ensuite, nous allons affecter 0,5% des recettes de l'État au financement des partis politiques. Et là, c'est précis. C'est précis. Nous ne disons pas on va financer, on dit nous affectons 0,5% des recettes, des ressources internes de l'État au financement des partis politiques. D'accord. Ayant des élus et qui sont installés sur l'ensemble de l'étendue du territoire national. Dans l'ensemble de nos communes, de nos arrondissements, ce parti politique doit pouvoir être représenté au niveau local. Donc il ne s'agit pas d'avoir des députés dans le zoo, dans le monocoupo. Non. Aujourd'hui, dans les réformes que nous proposons, c'est de réussir à rapprocher. Si nous disons par exemple, les partis politiques ayant une assise nationale, ayant des élus dans l'ensemble de nos départements et de nos communes, vont bénéficier par exemple, je dis n'importe quoi, d'un financement de 1 milliard ou 2 milliards, vous allez voir tout de suite que des partis vont fusionner. Tout le monde va se mettre ensemble. Tout le monde va se mettre ensemble. Vont fusionner pour devenir un seul parti politique. Et c'est l'objectif visé. Qu'un parti ait des députés à Malanville, à Ilakondi, à Materi, un peu partout, que nous ayons des blocs de formation politique et qui développent en leur sein. C'est la deuxième réforme vers laquelle nous allons pousser les partis politiques. C'est de développer des lignes idéologiques précises. Qu'on sache qui fait quoi. Qu'on ne voit pas des gens de l'extrême gauche se retrouver à l'extrême droite, par exemple. Merci, M. Wilfried. Donc, nous avons un problème de fond et non un problème de forme à régler au niveau des réformes du système partisan. Nous avons même les militants. C'est là où j'évoquais le problème sociologique. Comment amener le militant à croire à la chose politique, à croire au système partisan et lorsqu'il intègre un parti politique, à contribuer à la vie du parti. Le peuple même a démissionné par rapport au système partisan. Il faut ramener le peuple vers le système partisan. Que les militants puissent prendre une part active dans la vie de leur parti politique en contribuant. Même une cotisation de 100 francs CFA par mois d'un militant d'un parti politique lui permet de demander des comptes. Il aura l'œil sur la gestion du compte. Plutôt que de laisser financer par un PDG. Merci. Donc, je suis heureux que tout ce que dit mon voisin d'en face nous ramène au financement. Parce que toutes les propositions, vous voyez, même si il est détail, ça nous ramène toujours à la question de financement. Non, le problème de financement, le président Patrice Talon met l'accent d'abord. Qui détient la ce n'est pas le financement qui règle les problèmes, c'est d'abord les réformes. La charte des partis politiques dont on parle. Oui. Moi, je veux bien que la charte soit réformée, mais commençons d'abord par l'appliquer. Puisque la charte n'est jamais appliquée. La charte est bien appliquée. Non, mon cher ami, la charte est bien appliquée, mais la charte comporte des insuffisances. Elle est appliquée. Commençons déjà pas appliquer de manière stricte la charte. Non, la charte, elle est appliquée. Oui, mais M. Dalmeda, pourquoi appliquer une charte qui manifestement est dépassée aujourd'hui? Non, je dis simplement, qu'on y apporte des améliorations. Vous savez, je suis juriste, des évolutions juridiques. Ici, il ne s'agit pas d'une question juridique, mais de questions politiques. Distinguez bien les aspects juridiques de questions politiques. Nous disons que nous allons modifier la réglementation, les ce n'est pas que les réglementations, c'est les dispositions politiques. Le droit positif, qui régit le parti politique. Donc forcément, avant d'être une question politique, c'est d'abord une question juridique. D'accord. Oui, M. Bilega. Non, ici, il s'agit d'abord de regarder quelle est notre configuration d'abord politique. Comment fonctionne sociologiquement le système partisan dans notre pays? C'est d'apporter d'abord des solutions politiques pour ramener le peuple. Comme quoi?
Non, il y en a plusieurs. Oui, comme quoi? Sur ce plateau, nous n'allons pas faire un cours sur... Mais vous le dites une fois encore, quand on dit il faut être je viens de vous le dire. Monsieur Daloula, laissez-le terminer, vous allez reprendre la parole. Je viens de vous le dire, nous proposons des réformes au niveau de l'organisation même interne des partis politiques. Deuxièmement, l'axe idéologique des partis. Ensuite, le financement vient en dernière position parce que pour nous, le financement n'est pas destiné uniquement à donner les moyens aux partis politiques, mais à offrir des facilités peut-être. Non. Permet de doter le parti d'une autonomie vis-à-vis des bailleurs de fonds extérieurs du parti. Parce que, vous voyez, les partis politiques sont soumis aussi à une difficulté majeure. Oui, aujourd'hui, tout le monde parle de financement de partis politiques. Oui. J'en suis particulièrement heureux parce que c'est le nerf de la guerre. Mais est-ce que vous vous êtes intéressé à la question des sources de financement des partis? D'où tiennent-ils les ressources qu'ils utilisent, les ressources qu'on dépense, de la manière dont nous connaissons ces libéralités qui sont offertes aux populations? D'où tiennent-ils ces ressources? Aujourd'hui, il est impossible dans notre pays de savoir si des mouvements extrémistes du genre Boko Haram ou je sais pas trop quoi, Moudjahou, etc. financent des gens au bénéfice. Il n'y a aucun moyen de le vérifier. Alors, est-ce que les réformes que vous proposez ne devraient pas aller aussi dans ce sens pour nous permettre, comme dans certains pays, de savoir d'où viennent les ressources que les gens utilisent? J'ai parlé de reddition des comptes. D'accord avec vous. J'ai parlé de reddition des comptes. Nous avons en fait un problème qui n'est pas lié fondamentalement à la classe politique. Vous voyez, lorsqu'un régime vient au pouvoir, il dispose de tous les moyens, les libéralités dont vous parlez. Nous savons d'où viennent les ressources qui sont déversées sur le terrain. Ah bon, vous savez? Mais bien sûr. Comment vous savez? Mais pour la plupart. Ces ressources viennent d'où? Mettez-nous dans la confidence. Pour la plupart, c'est des rouages des gens qui nous gouvernent. Pour la plupart, à 80%. Le reste vient du secteur privé. Le secteur privé qui, par solidarité, apporte son appui aux politiques. Parce que le politique, quand vous êtes dans l'opposition, vous n'avez rien. Vous savez, je faisais partie d'un ensemble d'organisations politiques. Je suis président d'un parti politique. Mais je vous assure que c'est très dur d'être dans l'opposition. Donc c'était une traversée du désert à l'Union de la Nation. Extrêmement difficile. Vous étiez privé de tout. Mon cher ami, soyons francs. Nous savons très bien que le donneur d'argent est souvent le donneur d'ordre. Nous le savons très bien. Et c'est pour cela que je vous dis, une partie substantielle des réformes doit concerner le financement des partis politiques. Que se passe-t-il? Les politiques candidats aux élections sont aux abois lorsqu'ils n'ont pas les moyens. Alors, ils sont prêts à se vendre, à se prostituer, d'accord, avec les bailleurs de fonds, et à obtenir le financement dont ils veulent en contrepartie de quoi? Souvent, c'est des marchés d'État, c'est de facilité, c'est une source de déperdition énorme pour notre pays. L'État doit pouvoir financer les partis politiques et dicter la loi. Une loi commune à tous les partis politiques de notre pays. De toute façon, je pense que vous dites avec des mots différents, presque les mêmes choses. On tourne. Oui, avant que vous ne fermez ce volet, je tiens à faire un peu la comparaison. Notre pays est le seul pays en Afrique de l'Ouest à n'avoir aucun parti politique d'envergure nationale. D'accord. Aucun. Contrairement à tous les autres pays de l'UEMOA, nous avons 2, 3 ou 4 grands partis. Vous avez tenté d'organiser l'Union de la Nation qui a échoué, manifestement. Il n'a pas échoué encore. Mettons que c'est un. Quand vous n'avez pas été capable de nous désigner un seul candidat, vous appelez ça comment? Non. Les facteurs et les facteurs sont endogènes et exogènes. Nous n'allons pas revenir ici sur. Non, c'est pas la. Vous ne pouvez pas nous dire aujourd'hui que l'UN est une réussite. Non. Ben, écoutez, l'UN n'est ni une réussite, mais l'UN est une chance pour notre pays. C'est-à-dire? Nous ne devons pas jeter l'eau et le bébé avec l'eau du bébé avec le bébé, parce que l'UN était la seule véritable initiative d'une organisation politique tendant à devenir parti politique, englobant un groupe politique de l'ensemble de des départements de notre pays. Mais est-ce que l'UN a bénéficié de tout l'appui nécessaire? De la part de qui? De la part justement de ceux qui nous gouvernent et qui devraient réformer et doter vous pensez les qu'ils vont vous donner les armes? Parce que c'est le genre de réflexion qui est menée de ce côté-là. Vous pensez qu'ils vont vous donner les armes que vous allez utiliser pour les abattre? Notre candidat Patrice Talon,
qui a été toujours soucieux du mieux-être de notre peuple, du bon fonctionnement des institutions de l'État et de la bonne régulation de notre système politique, a toujours été aux côtés des partis politiques pour les aider à mieux se structurer. Ce n'est pas un individu Non, monsieur, ce n'est pas une question d'individu. C'est une question de principe. C'est à l'État, à l'État. Monsieur Dalmeda, c'est pas une question. Laissez-le finir. C'est pas une question. Écoutez, vous êtes citoyen, vous participez à la vie de votre pays. Vous êtes un patriote, vous aidez autant que vous pouvez votre pays à avancer. Vous n'allez pas tout mettre sur le dos de l'État. Lorsque votre devanture est sale, ce que nous constatons dans notre capitale est sale, vous attendez que la mairie vienne balayer. Mais pourquoi vous mettez tout sur le dos de l'État? Nous, citoyens, nous devons être patriotes. Et tant que nous le pouvons, accompagner l'État. Donc c'est ce qu'il fait. Alors, M. Dalmeda, rapidement sur le même sujet. Je ne crois pas du tout aux hommes, comment dirais-je, aux plateaux économiques qui viennent financer gratuitement, sans en attendre aucun retour, les partis politiques. Je pense que tout financement a forcément un retour qui n'est bien évidemment pas porté à la connaissance du grand public. D'accord, très bien. Le grand rendez-vous. Alors, vous permettrez qu'on évolue dans cette émission. La gouvernance de ces dernières années a montré également un gouvernement effectif pléthorique, création d'institutions budgétivores et sans effet, balade propagandiste et improductive avec les cadres de l'administration aux frais du contribuable, lutte verbale contre la corruption et l'impunité, promotion des prédateurs des ressources publiques, etc. Puisque vous parlez tous deux de rupture avec l'histoire qui s'achève, quelles sont les deux mesures qui, selon vous, inverseront cette fâcheuse tendance, Monsieur Dalmeda? D'accord, Monsieur Villegla d'abord. Oui, non, nous, les mesures les plus importantes de notre élection, nous l'avons déjà dit, il y a la réforme institutionnelle. Les réformes institutionnelles concernent, par exemple, la fonction de président de la République. Le président de la République va perdre un certain nombre de prérogatives, notamment celui trop fort. Oui, trop fort, celui de contrôler les institutions de l'État. Une bonne démocratie qui soutient le développement, c'est une démocratie où les institutions sont fortes et non des hommes forts. Donc pour nous, il s'agira de réformer la fonction présidentielle, de réformer l'institution telle que la Cour constitutionnelle, la haute autorité de l'audiovisuel, où les présidents de ces institutions ne seront plus nommés par le chef de l'État, mais nommés par leur père à l'interne. Ces présidents seront élus. Ce qu'on voit au Togo ici, par exemple. Absolument. Pas seulement au Togo, dans beaucoup d'autres pays. Oui, enfin, j'ai pris l'exemple le plus proche. C'est pas le bon exemple. Certainement. Absolument. Bon, mais généralement, les Togolais ont de bons tests, même s'ils ne les appliquent pas bien. Très bien. Donc, nous disons que la première des réformes, c'est celui de réformer les institutions pour les rendre véritablement autonomes. Déposséder le président de la République d'un certain nombre de pouvoirs, réformer la Cour constitutionnelle en rendant la Cour constitutionnelle beaucoup plus autonome, réformer la haute autorité de l'audiovisuel et réformer un certain nombre d'institutions de l'État. Voilà notre premier chantier dès les 2 premiers mois. Ensuite, nous avons les réformes au niveau de l'éducation. Nous avons les réformes au niveau de la santé. Nous avons les réformes au niveau du secteur économique, le secteur privé notamment. Oui, sur ces réformes, nous allons revenir progressivement, mais c'est d'abord la gouvernance tout court qui me préoccupe pour l'instant. Oui, Monsieur Dalmeda. Oui, je pense que la première réforme qu'induira le président Blaise Biotchané est une réforme qui ne coûtera rien au contribuable béninois. C'est-à-dire? C'est l'exemplarité. Il sera un homme exemplaire, comme il a été lorsqu'il était au ministère de l'économie et des finances, et comme il a été dans les différentes institutions qu'il a eu à présider. Vous pensez que ça suffira, ça? Non, je dis la première. D'accord. Je dis la première. C'est pas une réforme, mon cher. C'est d'abord. C'est pas une réforme. Ah, c'est une rupture. C'est l'exemplarité. D'accord, c'est une réforme. Une réforme n'est pas forcément prendre des amendats de comment dire. Vous savez, nous l'avons vu, des hommes qui l'ont dit il y a quelques années. Lui, il a un avantage, mon cher ami. Monsieur, les gars, laissez-le finir. L'avantage qu'il a, c'est qu'on l'a déjà vu à l'œuvre. Il a été exemplaire en toute matière. D'accord. Allez-y. Une autre réforme. Une autre réforme. Et maintenant, bien évidemment, nous allons rééquilibrer les pouvoirs du chef de l'État. Il n'est pas normal. Là-dessus, vous le rejoignez. Il n'est pas normal. Vous savez, il est dit que la main qui nourrit
on la reconnaît toujours. Les hommes se souviennent toujours de ceux qui les ont faits. C'est ça. Vous voyez, si vous ne voulez pas avoir d'une cour constitutionnelle au sol du gouvernement, si vous ne voulez pas avoir une HAC qui se permet de prendre des décisions aussi bêtes que comment dirais-je, l'imposition de la présentation du projet des candidats en la seule langue française, si vous ne voulez pas... Ça. Oh, bien sûr que c'est bête. 80% de nos populations ne comprennent pas le français. Ah ben cette décision, selon certaines personnes, viserait quelque chose, on n'en sait rien. Alors, je suis désolé, on ne nivelle pas par le bas. C'est pas parce que certains candidats ne parlent autre langue que le français qu'il faut imposer le français à tout le monde. Bien le contraire. Enfin. Bien le contraire. Moi, j'ai la chance d'être derrière un leader Blaise Biotchané qui parle non seulement le français, l'anglais, le fon, le goun, le yoruba, le dindi, le séméré et plein d'autres. Vous voyez? Donc, il est normal qu'on explique notre projet social dans toutes les langues. Mais j'en reviens à ce que je disais. Il faut rééquilibrer le pouvoir du chef de l'État. Retirer un peu au chef de l'État ses pouvoirs aujourd'hui pour que, comme dirait Obama, le Bénin ait des institutions. Enfin, Obama dit, ce que veut l'Afrique, ce ne sont pas des hommes forts. Ce sont des institutions. Avez-vous décrit ces réformes clairement dans votre projet de société? Mais je peux vous l'offrir, cher ami. D'accord. Voilà. Et nous disons très clairement. Parce que la différence, le président Talon. Vous allez prendre la parole. Vous savez, laissez-le finir. Ah, mais c'est toujours un peu gênant lorsque on essaie de placer. Vous savez, c'est toujours l'expression d'une certaine gêne. Vous voyez, et nous disons que il faut créer un poste de Premier ministre. Pas des postes de Premier ministre à coquille vide comme aujourd'hui. Nous devons très clairement harmoniser. Enfin, cela appellera d'abord une réforme de la Constitution. Non, c'est pour cela que dans notre projet de société, nous disons qu'une des toutes premières décisions que nous allons prendre, c'est de convoquer une conférence nationale bis où toutes les forces seront représentées, où nous allons nous dire c'était une vérité. Nous allons faire le bilan de la gouvernance de ces 25 dernières années. Et ensemble, avec les politiques, avec nos sages, avec nos jeunes, avec nos anciens, nous allons décider de recoudre la camisole de notre État. Davantage oui, parce que une constitution, c'est comme un habit qu'on coud à un enfant. Vous voyez, l'enfant grandit. Peut-être que son bras est plus long, peut-être que son ventre est plus gros, ainsi de suite. Il faut le coudre, je veux dire, un habit qui épouse le corps actuel de l'enfant qui grandit. Et aujourd'hui, qui est d'ailleurs devenu un jeune homme. Aujourd'hui, la constitution ne peut pas être schématisée de cette façon. La constitution, c'est ça. La constitution d'un pays, d'accord, c'est la loi fondamentale dont les habitants, des citoyens se dotent pour gouverner, pour la gouvernance. Oui, allez-y sur les autres réformes rapidement. Et nous allons instituer un poste de Premier ministre. Rééquilibrer les pouvoirs du chef de l'État. Et les vraies réformes que nous allons prendre concernent l'administration. Nous pensons que sans une réforme approfondie de l'administration, rien ne pourra se faire de bien dans notre pays. Et si je dois schématiser les réformes quand on prendra la Blaise Biotchané concernant l'administration, c'est mettre la compétence au devant de tout. Abat le choix par la religion. Abat le choix par la religion. Abat le choix par l'ethnie, la religion, et tout, la proximité, l'homme qu'il faut, l'appartenance partisane. Il dit ceci, et vous allez le lire. C'est l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Comme j'ai pu le faire de 1992 à 2002 lorsque j'étais ministre de l'économie. Très bien, c'est alléchant tout ça, monsieur. Rapidement, si vous avez moi placé. Oui, bien sûr. Lorsque vous parcourez le nouveau départ du président Patrice Talon, vous serez édifié. Il ne s'agit pas de 20 mots ou de simples propositions, mais ce sont les diagnostics, des réformes, les réformes constitutionnelles. Point par point, nous avons décrit ce que nous ferons comme réforme. Ce n'est pas de l'improvisation. Ce n'est pas quand on deviendra candidat qu'il faut penser à comment il faut faire les réformes. Nous avons déjà pensé et nous proposons ces méthodes. Nous avons la réduction ou la modification du mandat présidentiel. Nous avons constaté dans notre pays que les deux mandats, les deux quinquennats font souvent sont souvent les mots qui miment un peu le résultat que les différents régimes qui se succèdent ont. Lorsqu'un président est élu, il sait qu'il a 5 ans. Il travaille 2 ans. La 3e année, il commence d'abord par préparer sa réélection. Lorsqu'il est réélu, 3 ans après, il commence par voir qui va le succéder lorsqu'il va partir. Donc il passe moins de temps à travailler qu'à faire de la politique. Nous proposons un mandat unique
du président de la République, un mandat de 7 ans, ou de 9 ans, ou voire de 10 ans. Tout dépendra de ce que les législateurs, nous allons décider ensemble, mais un mandat unique. Le chef de l'État vient, il sait qu'il en a pour un mandat, il travaille sans faire comme l'un de ces pays de l'Amérique latine, je ne sais plus si c'est le Guatemala ou quelque part où le mandat est unique et il est de 4 ans. Pourquoi vous allez jusqu'à 9 ans? Oui, non, 4 ans c'est insuffisant. Mais mettez 5 ans, non, le Guatemala, il faut distinguer. Notre pays n'a pas de ressources de sous-sol. Notre pays, la balance commerciale du pays est déficitaire parce que vous savez, nous n'avons pas de produits d'exportation à part le coton pour aujourd'hui. Et là-dessus, nous y reviendrons. Vous verrez tous les programmes que propose le président Talon. D'accord. À la manière, de manière très claire, nous sommes pour le maintien, pour le statu quo. Je pense qu'il y a ce que j'appelle les normes internationales. Il y a les standards internationaux. C'est généralement un quinquennat, donc un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Très bien, mais quand chacun sera là... Je ne pense pas que les mots du Bénin viennent du fait que... Oui, mais c'est un fait qu'on l'a observé au cours de ces 10 dernières années. Au début, Boni Yayi, dans son élan pour développer le pays, avait marqué un certain nombre de bons points, mais après, tout s'est délité à partir du moment où il avait seulement dans sa tête sa réélection comme projet, et là, c'est allé dans tous les sens. Ça, c'est un fait, c'est un constat. Je ne suis pas sûr, puisque... C'est un constat, oui, ça c'est un constat. Puisque une fois réélu, on aurait pu imaginer que son principal souci est réglé et qu'il allait véritablement... Non, son principal souci c'était de réviser la constitution pour un 3e mandat. Et puis nous avons fait une erreur de casting, un point c'est tout. Bon, enfin, voilà. Très bien. Alors, monsieur Videgla, le candidat Lionel Zinsou, qu'on présente comme un champion des questions économiques, a effectué des propositions qui se veulent alléchantes pour extraire le Bénin de la pauvreté et de la précarité. C'est un secret de Polichinelle que nous comptons parmi les plus mauvais élèves de l'espace du moment en matière de performance économique. Aujourd'hui, Zinsou compte notamment sur la diaspora forte de 3 millions de citoyens pour opérer le plus important miracle économique de notre temps. Vous proposez quoi? Ce que nous proposons, donc, ce ne sont pas des promesses démagogiques. De quelqu'un qui ne connaît pas la réalité. Non, nous estimons que ce sont des promesses démagogiques parce que ce n'est pas l'économie qui est la base du développement d'un pays. C'est la gouvernance politique. La gouvernance politique est le socle du développement et social, économique, culturel. Lorsque vous n'avez pas une forte base culturelle, lorsque vous n'avez pas, vous ne mettez pas en valeur votre culture, les potentialités dont regorge votre pays, vous ne pouvez pas parler de développement. C'est pas la diaspora qui vient reconstruire le Bénin. Je suis désolé. Mais elle peut y contribuer, non? Elle y contribue déjà largement. Elle y contribue. Il faut créer d'abord les bases politiques d'une bonne gouvernance politique apaisée. Et nous ne pensons pas qu'avec l'attelage actuel, ce que ce candidat propose puisse se réaliser. Oui, notre candidat, le président Patrice Talon, oui. Nous proposons des réformes économiques dans tous les secteurs vitaux de notre économie. Oui, allez-y, deux ou trois rapidement. Nous avons l'agriculture. Alors, nous allons faire une révolution verte au Bénin. Vous savez, par exemple, il y a 15-20 ans, le Bénin était pratiquement premier producteur de noix de cajou. Aujourd'hui, nous en sommes pratiquement le dernier, alors qu'au même moment, il y a 15 ans, la Côte d'Ivoire, qui ne cultivait pas du tout la noix de cajou, est devenue premier producteur africain. Et ça lui rapporte, en termes de chiffres d'exportation, des centaines de milliards de francs CFA de recettes à l'État. Alors, nous allons relancer la filière des noix de cajou d'une manière générale, pas que ça, mais il y a beaucoup de produits d'exportation qui seront introduits dans notre culture pour que le coton ne soit plus notre seule source de recettes. C'est vrai que votre candidat est le maillard du coton, mais donc il veut diversifier maintenant. Nous allons diversifier l'agriculture. Nous allons industrialiser le secteur agricole et nous allons mettre en place des unités agro-industrielles importantes. Pas comme le font à tout en désordre le régime actuel, mais en procédant par un système de PPP. C'est les partenariats publics-privés. Donc vous allez asseoir, n'est-ce pas, le développement du pays sur l'agriculture. C'est la base du développement selon vous. C'est la première base du développement, l'agriculture. Oui, ensuite, nous avons le tourisme. Vous savez, notre pays est... Vous voulez vivifier le tourisme? Pas vivifier, parce qu'il n'existe pas. Il ne vit pas. Il n'existe pas. On parle par exemple d'Abomey
Lomé, berceau de la révolution. Lionel Zinsou a également dit la même chose. Il veut donner des couleurs au tourisme. Bon, mais il n'y connaît pas grand-chose. Nos propositions sont très claires, accouchées dans notre nouveau départ, dans le nouveau départ du président Talon. Mais lui aussi, il a créé le Bénin gagnant. Vous êtes au courant? Il a créé le Bénin gagnant. C'est un projet de société. Oui, mais les projets de société ne décrivent pas point par point, avec des diagnostics, des solutions et la manière dont la mise en œuvre sera faite. D'accord. Donc nous proposons le diagnostic, les solutions et la manière dont nous allons mettre en œuvre l'ensemble de nos réformes économiques pour un Bénin gagnant. Très bien. Oui. Monsieur Damila. Vous savez, un entraîneur peut savoir la manière, la tactique à mettre en œuvre pour gagner. Mais lui-même ne peut pas faire. Il ne suffit pas simplement dénoncer une panoplie de mesures qu'on est susceptible de mettre en œuvre une fois qu'on a le pouvoir. Est-ce qu'on est en mesure, est-ce qu'on a la capacité intellectuelle, la capacité morale et les autres capacités pour mettre cela en application? Ça, on n'a aucun moyen pour Si, vérifier ça. Mais quels sont les moyens? Les moyens, c'est qu'est-ce que la personne a fait jusque-là pour prétendre aujourd'hui accéder à la magistrature suprême. Il faut tenir compte du parcours professionnel, du parcours social, de la probité de la personne. Et là, vous parlez de qui? Ah non, je suis en train de dire que pour faire le choix, nous devons voir qu'est-ce qu'ils ont fait jusqu'aujourd'hui. Mais tous les candidats sont très valeureux, c'est des gens qui ont des parcours, etc. En tout cas, le président Baptiste Talon est le premier employeur du Bénin. Oh là là, le premier employeur du Bénin. Je connais un autre qui dit la même chose. Ah non, quel autre? Il n'y en a pas. Moi, je peux vous dire. Non, nous, c'est vérifiable. Monsieur Vlégal, laissez-le terminer. Moi, je peux vous dire que de l'avis de tous, de nos aînés, ceux qui ont connu Abdoulaye Biotchané, ministre de l'économie et des finances, disent qu'il a été le meilleur ministre de l'économie de l'histoire de notre pays. D'accord, très bien. Et partout il passe, il ne fait que la fierté du Bénin. Et on le dit, on le répète. Il a déjà montré sa capacité à agir. Oui, mais monsieur Dalméda, quand on a vu les banquiers, les financiers, toute la panoplie de compétences financières à administrer ce pays depuis 10 ans et que nous avons les résultats économiques dont nous venons de parler, parmi les derniers de l'espace UEMOA, on a des craintes par rapport à votre candidat qui n'est rien d'autre qu'un financier, lui aussi, non? Mais non, avant d'être financier, il est d'abord un être humain. D'accord? Oui, mais les autres aussi, c'est pas des animaux. On ne peut pas le voir seulement sous le prix comment dirais-je, du financier. Encore que je viens de vous expliquer comme financier, il a été extraordinaire. Puisque personne ne me contredit sur ce point quand je le dis. Est-ce qu'il a été bon ou pas? D'accord, c'est un fait, mais il a été un bon. Mais il y a le passif de la grappe de banquiers qui a géré le pays depuis 2006. On y assiste là. C'est bien pour cela que vous faites toutes ces propositions. Si les autres avaient réussi, vous n'en ferez rien du tout. Je suis en train de vous dire simplement, et je vous l'ai dit au début de cette émission, que Biotchané n'est ni de près ni de loin, d'accord, responsable ou héritier de la gabegie que nous avons conçue. Oui, mais il n'est pas moins financier, il n'est pas moins banquier. La question n'est pas là. Non, mais c'est une question, justement. Vous savez, si les autres financiers n'ont pas réussi, lui aussi, il peut ne pas réussir, on n'en sait rien. Des jumeaux nés le même jour peuvent avoir des comportements totalement différents. Non, bien évidemment. Donc, d'accord. Tenez compte de ce que chacun fait. Allez-y, faites vos propositions rapidement. Concernant les propositions économiques, la première des réformes que Biotchané va faire, et tout le monde lui reconnaît au moins ses capacités d'économiste et de financier, c'est de faire de la place de Cotonou une place aussi attractive que l'île Maurice. Faciliter les investissements étrangers. Prendre des mesures à rassurer les investisseurs étrangers, notamment sur la durée. En matière énergétique, par exemple, pour construire des centrales, électriques, il faut des investissements lourds. Et il faut entre 25 et 50 ans pour que l'investisseur puisse entrer dans ces fonds. Il faut légiférer pour que Cotonou devienne une place, qui attire. Vous savez, moi, beaucoup de Béninois viennent dans mon cabinet créer des sociétés. Et étant béninois, tout de suite, mon réflexe c'est de dire, Cotonou. Il me dit, non, pas du tout. Pas du tout. Quand c'est pas l'île Maurice, c'est dans les autres donc, ils vont créer des sociétés ailleurs. Oui, et c'est dommage. J'aimerais que le réflexe désormais soit Cotonou. Ok. L'autre réforme. Allez-y rapidement. Il faut tenir compte on ne peut pas développer un pays sans tenir compte de la géographie de ce pays. Nous sommes adossés à la plus grande économie d'Afrique. Nous sommes adossés à un pays de 200 millions d'habitants. Nous devons en tenir compte et faire du Bénin le grenier du Nigeria. Le Nigeria ne demande qu'à être nourri par le Bénin. Nous avons la chance d'avoir une vallée dont on nous dit que c'est la deuxième plus riche d'Afrique, la vallée de l'Ouémé. Nous devons
nous devons mettre en place des structures de nature à exploiter au maximum, au mieux, cette vallée et produire et faire de notre agriculture le fer de lance de notre économie. Biot Tchané a été le premier depuis 2 ans à dire, lors de la conférence thématique de Parakou sur l'agriculture, il a dit, si je suis président, je vais consacrer 10% du budget national à l'agriculture. Très bien. Alors, une question précise maintenant pour des réponses. Il m'en voudra s'il m'écoute, que je ne dise pas. Bon, il est à Parakou, il ne vous écoute pas. Il m'écoute. il m'en voudra si je ne dise pas que le numérique sera développé sur tout l'étendue du territoire national. Très bien. Donc l'économie du numérique, Boni Yayi en parle aussi déjà. Je vous ai dit, il ne suffit pas d'en parler. Pour votre information, il a fait l'inauguration, il a posé des pierres et tout ça. Donc il y a pensé, il a planifié, il y a des investissements qui sont en cours. Je peux te poser une question, une toute petite. Non, je ne répondais pas, monsieur Dalmeda. Non, c'est une question générale, rhétorique. Mais on nous parle du candidat du gouvernement. Mais bon Dieu, depuis 6 mois, 7 mois, que le tandem Yayi Boni Zissou est aux commandes de notre pays. Qu'est-ce qui a changé concrètement pour moi, pour vous, pour nos compatriotes? Ils ont posé beaucoup de pierres et de projets importants qui sont en marche, qui sont lancés. Vous suivez la télévision nationale? Non, rien. Alors, si vous le permettez, habituellement je ne réponds pas aux questions, monsieur Dalmeda, mais j'ai tenté une réponse pour vous rassurer. Alors, une question précise maintenant. Il se dit avec insistance qu'aucun de vos 2 candidats, par exemple, n'a l'intention d'auditer ou de contrôler la gestion du président sortant. Cela suppose que vous souhaiteriez bâtir un édifice sur un sol dont vous n'aurez pas au préalable étudié la texture. D'abord, est-ce que cette information elle est vraie? Sinon, qu'est-ce que vous comptez faire très rapidement en une ou deux phrases? Aucun régime qui nouvellement prend le pouvoir ne peut occulter l'obligation de regarder comment la gestion précédente a été faite. Maintenant, tout dépend de l'angle. Est-ce qu'on fait l'audit à des fins de représailles ou on fait juste des audits pour pouvoir recadrer et aligner ce qui se faisait sur ce que nous allons faire en recadrant au mieux? Qu'est-ce que vous allez faire? Non, forcément, nous devons auditer la gestion de l'État. Nous allons voir l'ensemble des compartiments parce que tout ce qui ne va pas du tout, nous allons fermer cela et puis pouvoir repartir sur des bonnes bases. Donc les dégâts qui ont été effectués précédemment ne seront pas sanctionnés. Vous allez donner du fortifiant à l'impunité, c'est ça? Non, absolument. Au contraire, vous savez bien que la base de notre gestion sera plutôt la bonne gouvernance. C'est corruption 0%. Mais vous ne vous préoccupez pas de ce qui s'est passé avant vous? Absolument. Vous allez vous en préoccuper? Mais les gens vont rendre des comptes. D'accord, très bien, monsieur Dalmeda. Oui, soit en direct. Je pense que personne ne peut prendre les rênes d'un État, même d'une société, sans l'avoir préalablement audité. Je pense que ça, c'est le b.a.-ba. Maintenant, est-ce que par votre question, vous êtes en train de nous demander si nous allons faire la chasse aux sorcières? Non, pas du tout, c'est pas la même intention. Si c'est ça, je vous dis non tout de suite. Non, pas la chasse aux sorcières. Voilà. On ne fait pas la chasse aux sorcières. Il s'agit simplement de savoir... Encore qu'on ne sait pas qui est sorcier. Il s'agit simplement de savoir d'où nous partons pour mieux prendre les bonnes décisions. D'accord. Très bien. Le grand rendez-vous. Alors, dernier sujet avant de boucler cette émission, incontestablement, la gestion de l'énergie est l'un des plus gros échecs du système Boni Yayi. L'unanimité est faite au moins sur la question. Le Premier ministre de Boni Yayi est clair. Maria Gleta, la vitrine des initiatives dans ce domaine, est un terrifiant fiasco. Que préconisez-vous ou que préconisent vos candidats respectifs pour qu'enfin les Béninois disposent au moins du courant domestique en continu et en qualité? Je vous remercie parce que c'est un sujet dans lequel le président Patrice Talon se sent à l'aise. Ah bon? Oui, absolument. Vous savez, le président Patrice Talon a été, dans un passé très récent, un des meilleurs managers d'Afrique. Oui, absolument, parce que résoudre le problème énergétique de notre pays n'est pas basé sur des déclarations ou des intentions. C'est des programmes, partenariat public-privé. Nous avons déjà prévu, en moins de 6 mois après notre arrivée au pouvoir, tous les problèmes énergétiques, en tout cas une grande partie, ne serait-ce que la consommation usuelle, seront réglés. Parce qu'il y a énormément
de ressources et d'investisseurs dans le domaine que le problème, en fait, du Bénin aujourd'hui, c'est la manière dont le gouvernement mène ses politiques énergétiques. Tout est basé dessus. Quelle démarche, quelle approche? Nous avons les barrages. Le barrage hydroélectrique d'Adjarala, je pense bien que la concession a été faite aux Chinois. Mais dans quelles conditions? Des conditions aussi un peu opaques. Nous n'avons pas la lumière là-dessus. Pour nous, nous construirons durant notre quinquennat au moins 2 grands barrages pour doter notre pays de l'autonomie énergétique définitive. Mais en attendant la finalisation de ces barrages hydroélectriques, nous allons procéder par un programme spécial de partenariat public-privé qui est déjà prévu et qui sera mis en œuvre dès les premiers jours de la prise de fonction du président Talon. Très bien, M. D'Almeida. Oui, je ne crois pas du tout à ce que dit mon... Non, mais dites ce Ah, que en quoi vous croyez. Dites en quoi vous croyez. Je pense il y a des choses qu'on peut laisser, on ne peut pas laisser dire. Vous savez... Vous avez les énergies... Attendez. Pour construire... Non, il ne peut pas dire. Vous ne pouvez pas dire... Vous ne savez pas ce que je veux dire. Vous voulez que... Vous ne savez pas ce que je dis, à moins que vous êtes devin pour savoir ce que je veux dire. Non, vous ne croyez pas pourquoi. Non, cher ami. Vous avez les énergies... On va y aller. On va y aller. Parce que les gars, vous allez reprendre la parole. Pour construire une centrale électrique, au bas mot, c'est 2 ans. Comment voulez-vous résoudre en 6 mois les questions énergétiques du Bénin? Non. Nous ne résolvons pas les problèmes avec les barrages. Avec les barrages, nous avons dit pour... Je pense que... Vous allez repréciser votre pensée tout à l'heure. Je pense que... Maintenant, dites-moi ce que nos compatriotes, le candidat ABT se propose de faire. Ont suffisamment souffert pour qu'on en rajoute. D'accord. Yohann Tchiané a dit ceci. Et une fois encore, il n'a pas attendu les élections pour le dire. Vous êtes journaliste, comme je vous dis, émérite. Ces déclarations sont facilement retrouvables sur le net. Il a dit il y a plus de 2 ans, presque 3 ans, ceci, dans un journal de La Place. Il dit, si je suis président, je vais résoudre la question énergétique en 5 années. Et à l'époque, certains l'avaient d'ailleurs attaqué, il mettait cette proposition. Nous allons... En 5 années, c'est-à-dire... En 5 années. Pourquoi? Donc on va continuer à souffrir à la maison pendant 5 ans, c'est ça? Non, ici, nous allons résoudre... Vous nous proposez? Attendez. Cette nuit, tout Porto Novo ou en partie au moins a dormi dans l'obscurité. Non, vous allez prolonger ça comme ça pendant 5 ans? Non, on n'a pas dit ça. Nous allons résoudre totalement la question énergétique. Bon, d'abord, Yohann Tchiané propose pour résoudre cette question, le mix énergétique. Il ne s'agit pas de construire des barrages et d'oublier le soleil. Il ne s'agit pas comment dirais-je, de produire l'électricité sous-marine et d'oublier comment dirais-je, les autres sources d'énergie. Nous allons mixer l'ensemble. Mais tous vous dites la même chose. Non. On a vu des gens défiler ici, M. D'Almeida, tous ils racontent la même chose. Énergie marine, turbine à gaz, le soleil, l'éolienne à Cotonou, etc. Mais enfin, on a l'impression que certains sont allés télécharger leur projet de société sur Internet. Non? Monsieur Adoun, oui. Mais il y a une chose, je sais que vous écoutez beaucoup, vous entendez beaucoup, il y a beaucoup de promesses qui vous viennent, mais il y a une chose qui ne doit jamais vous échapper, c'est que ceux qui le disent ne font que le dire. Yohann Tchiané a eu la chance de l'avoir déjà fait. Aujourd'hui, il conseille les gouvernements ivoiriens, ghanéens et bien d'autres gouvernements dans leur politique énergétique. Comme président de la BOAD, il a mené les meilleures politiques énergétiques dont certains gouvernements. Donc il s'est fait de ce de quoi il est question. Et c'est pas tout. Oui, mais allez-y rapidement. Il a été le premier à dire nous allons résoudre la question énergétique en 2 étapes. Première étape, il faut atteindre l'autosuffisance énergétique pour notre pays. Deuxième étape, il faut produire suffisamment pour vendre aux voisins, attention pas aux autres, aux voisins nigérians. Aujourd'hui, beaucoup reprennent ces idées. Très bien, dans ce domaine et dans bien d'autres. C'est très bien. Monsieur Vénégra, rapidement. Oui, très rapidement. La difficulté des énarques, c'est qu'ils ne font jamais la jonction entre la connaissance réelle du peuple, des gens, et de ce qu'il faut réellement pour le peuple. On énonce des mesures qu'on ne maîtrise pas bien. Le candidat Patrice Talon maîtrise très bien de quoi il parle parce qu'il vient du secteur privé. Le contraire de vous m'aurait étonné. Il vient du secteur... Non, c'est pas une question de contraire, c'est une question de réalisme. D'accord. Vous savez, pour faire des investissements... Mais tous les candidats maîtrisent tous les dossiers. Tous ceux qui sont passés ici. Nous ne sommes pas en France. Le Bénin n'est pas dirigé par les énarques. Laissez-le finir rapidement. Le Bénin n'est pas dirigé par les énarques. Justement, c'est ce que nous devrons éviter. Nous devrons éviter. C'est une véritable dérive pour notre démocratie. Vous savez? Parce que, vous l'avez dit, ce sont des banquiers qui nous ont dirigés depuis 90. Le président Soglo était banquier. Après, il y a eu l'intermède du président Kérékou, paix à son âme, que je salue ici, un homme de paix extraordinaire. Depuis 2006, c'est un banquier.
BOAD, etc., qui nous a dirigés. Nous avons vu les résultats. Ils connaissent pas le peuple. On va conclure. Monsieur, qui est aujourd'hui le meilleur héritier de Mathieu Kérékou? Ablaye Biochane. Malheureusement, messieurs, le débat est passionnant. Nous sommes malheureusement arrivés au thème de cette émission. Je constate que tous vos candidats sont excellents. Ils sont tous compétents sur tous les sujets que nous avons abordés. Eh bien, c'est pour le bien des Béninois. Mesdames, messieurs, si se referme ce 111e numéro du Grand Rendez-vous. Auguste Videgla pour Patrice Talon, Rufino d'Almeida pour Abilo Biochane. Ils étaient aujourd'hui nos invités, messieurs. Merci. Merci d'être venus. Georges Kono Manette pour la réalisation technique de cette émission. Wilfried Adon, à dimanche prochain pour notre rendez-vous. Le Grand Rendez-vous.